Bonjour à tous. Normalement, c'est bon, on peut démarrer. Je suis Karine Hébert de Vos, je travaille pour la société Meltis qui va vous être présentée juste après par Benoît. Nous allons passer 45 minutes sur les biais de décision, comment les travailler, comment les utiliser, comment les connaître en entreprise. Je vous propose de commencer dès à présent pour laisser la parole à Benoît qui va vous présenter Meltis. Merci Karine, bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier Karine, voilà, de nous aider dans la mise en place de ce webinaire. Karine avec qui on a la chance de travailler sur de nombreux sujets et qui nous accompagne avec toujours autant de retours positifs de la part de nos clients. Qui nous sommes, et qui je suis? Donc moi je suis Benoît Piffero, responsable commercial chez Meltis, depuis un petit peu plus de 2 mois et j'essaye avec Lorraine, que certains connaissent déjà, qui est aujourd'hui aussi responsable commercial de vous accompagner au mieux, dans la construction des animations, formations que vous voulez en tout cas proposer à vos collaborateurs. Donc, on existe depuis plus de 25 ans. On est connu, pour faire du sur mesure. On s'adapte vraiment à toutes les contraintes et toutes les spécificités de nos clients, qui sont autant dans le domaine de la banque et des assurances que de l'entertainment, que de l'industrie et cetera. Voilà, on a un scope qui est assez vaste et on est aussi connu pour faire, en quelque part de la ludopédagogie. On veut pas que ça soit des animations descendantes. On veut vraiment embarquer les gens qui participent à toutes les formations qu'on a la chance de pouvoir déployer, partout en France, en présentiel ou en distanciel selon encore une fois, les souhaits et les contraintes de nos clients. On appartient depuis, un peu plus de 2 ans et demi à Neoma Business School, grâce à qui on peut, du coup, offrir, une offre complémentaire à ce qu'ils proposent eux déjà, sur la partie executive education, où ils vont être sur des programmes un peu plus longs et certifiants, alors que nous, on va être vraiment un peu plus vers de l'opérationnel et de l'animation. Donc voilà, pour la présentation de Meltis, j'aurai la possibilité de vous revoir en toute fin de présentation, mais je laisse la place évidemment à Karine et merci à tous. Merci Benoît. Alors, nous allons aujourd'hui parler des biais. Nous avons 45 minutes, on s'arrête à 12h45. Je vois le chat, je lis le chat, j'essaye de l'ajuster. Donc, si vous avez des questions, des remarques, ben, je vous laisse les indiquer dans le chat et je ferai au mieux pour y répondre, soit au fil de l'eau, soit à la fin de notre webinaire. On va essayer de faire au mieux. Alors, nous allons parler des biais. Et je vais commencer par citer Paul Valéry qui dit tout ce qui est simple est faux, tout ce qui est compliqué est inutilisable. Pourquoi cette phrase? Eh ben parce que nous allons parler de biais, nous allons parler un peu de cerveau, nous allons parler de modélisation. Et bien évidemment, je ne suis pas neuroscientifique, neurologue, donc on va parler d'un modèle fonctionnel pour comprendre comment on fonctionne. Le webinaire se passera en 4 étapes. Tout d'abord, d'où viennent les biais? Comment ça? Pourquoi est-ce qu'on a des biais? Pourquoi est-ce qu'on parle de biais? Est-ce que c'est bien, pas bien? Je vais me fonder notamment sur les travaux de Daniel Kahneman sur cette partie-là. Ensuite, on va parler de comment est-ce que je peux travailler sur mes propres biais, après en avoir vu, pardon, certains, mes propres biais, comment on peut avoir d'autres solutions plutôt mathématiques et comment on peut avoir des solutions en dernière partie qui vont être au cœur de l'entreprise pour travailler sur les biais. Donc, commençons immédiatement sur qu'est-ce qu'un biais, pourquoi est-ce qu'on peut avoir des biais, et je vais commencer avec cette première information d'Étienne Klein. Je vais citer Étienne Klein, donc un physicien philosophe qui nous a donné une photo de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil pendant le Covid. Cette photo merveilleuse qui est donnée là, et qui, quand elle était sur Twitter à l'époque, était en plus petit, mais là, vous voyez bien qu'il s'agit en fait pas d'une étoile, mais d'une tranche de chorizo. Et en fait, je commence avec ce premier biais qui est un biais d'autorité. Quand Étienne Klein, physicien, philosophe, nous poste une photo, en fait, eh ben, comme c'est quelqu'un qui est très sérieux dans ses approches, il y a un biais d'autorité qui fait que beaucoup de scientifiques se sont dit ah, chouette, elle est superbe cette image, sans oser remettre en question le fait que c'était potentiellement une tranche de chorizo. Donc, premier biais qu'on peut vivre, je vais vous en faire expérimenter beaucoup pendant ce webinaire, le biais d'autorité qui peut exister dans les entreprises. Quand un spécialiste nous dit quelque chose, bah, des fois, on ne le remet pas en question. Alors, comme tous les biais, bah, c'est bien. Et en même temps, des fois, ça limite. Voilà ce qu'on va voir ce matin, enfin, ce midi. Alors, on va essayer de comprendre comment on comprend le monde. On comprend le monde avec nos 5 sens. Et c'est toujours intéressant de se dire que, eh bien, si on prend la vue, par exemple, hein,
On prend par exemple un photon qui va taper notre rétine, ça va suivre le nerf optique, ça va atteindre notre cerveau, pour ma part un bout de viande avec un peu d'électricité des neurones, et mon cerveau va l'interpréter en une idée, une croyance, une expérience. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, ben, je vous donne une référence, notamment si vous avez des enfants dans ce livre-là. Et en fait, ce photon va faire que, à partir de ce qu'on va voir, les gens vont se battre sur cette photo-là, quelle est la couleur de cette robe? Alors, ça date un peu maintenant, mais sachez que cette photo-là a soulevé les réseaux, a créé des batailles digitales de quelle est la couleur de cette robe? Est-ce qu'elle est jaune et blanche ou est-ce qu'elle est noire et bleue? Dans le chat, si vous voulez m'indiquer, je suis sûre que vous aurez des visions de cette robe différentes, la gradation allant de ce jaune-blanc jusqu'au noir-bleu qu'on peut voir à peu près sur l'image de droite. Blanche et dorée, merci. Je vois des réponses noires et bleues. J'ai déjà les deux réponses, voilà. Donc, premier truc, c'est pour nous dire, eh bien, on parle de biais. Le biais, c'est déjà nos cinq sens, en fait. Nos cinq sens, on voit déjà pas la même chose. Alors, a priori, et je laisse les plus au point sur ce sujet me valider, mais c'est l'âge de notre rétine qui va jouer. C'est aussi, est-ce qu'on a été élevé dans un endroit très exposé au soleil ou pas? Notre œil va accommoder la lumière d'une façon différente. Et donc, on peut arriver déjà à se dire, ben, toi, tu as un biais, tu vois pas de la même couleur que moi. C'est déjà parce que nos cinq sens ne voient pas la même chose. Continuons un petit peu là-dessus. Alors, je vais vous montrer une photo. Sur cette photo-là, vous voyez, il y a des gens qui vont mettre un certain temps à voir le chien avec le volant sur le nez au milieu des canards. Pourquoi? Parce qu'on a un autre biais de perception. Il y a des gens qui voient le détail et il y a des gens qui vont mettre plus de temps. Alors, surtout quand je projette ça de loin, plus de temps pour repérer ce chien au milieu. Deuxième biais, donc, par exemple, dans notre perception, il y a des gens qui, quand ils vont voir des slides et que la pagination ne sera pas parfaite, que sur le premier bullet point, il y aura une virgule, le deuxième, il y aura un point, le troisième, il n'y aura rien, ils vont se dire, c'est pas possible de rendre un travail aussi imparfait. Moi, je pense que puisque la forme, pardon, est pas bonne, le fond est totalement délirant, donc je refuse de travailler sur ces slides. Eh ben, sachez qu'il y a des gens qui voient plus ou moins le détail et que ça va générer des biais. Deuxième chose, quand il y a trop d'infos, certaines personnes vont trier des informations pour nous montrer les plus pertinentes. Je continue, je lis vos commentaires. Hein. Merci pour les couleurs sur la robe. Pour l'effet, d'ailleurs, je reviens là-dessus, elle était noire, je crois, et bleue, la vraie robe non pixelisée. Donc, nos perceptions ne sont pas aussi fiables qu'on peut le penser. Si je vous montre par exemple cette image, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous voyez sur ce modèle, le motif qui s'appelle le motif de Kanizsa? Je vais vous laisser un tout petit peu de temps ou juste vous réfléchissez à ce que vous voyez sans forcément l'écrire. Mais en général, j'ai un petit temps de latence, une étoile, merci, avant que le chat remonte les informations que vous écrivez. On peut me dire qu'on voit souvent un triangle pointant en haut, un triangle pointant en bas, voilà, deux triangles, des ronds noirs. Des fois, selon les générations, on me parle de Pac-Man. Ce motif de Kanizsa, il est intéressant parce que il nous explique que, merci beaucoup pour vos réponses, le cerveau nous donne à voir ce qui est le plus probable. C'est-à-dire que là, mon cerveau, il se dit, elle veut voir une forme géométrique, alors je vais lui montrer une forme géométrique. Mais ce faisant, il va me créer un triangle point en haut qui n'existe pas. Si vous vous rapprochez de l'écran ou si vous connaissez le modèle, le triangle point en haut, c'est votre cerveau qui vous le montre et c'est votre cerveau qui l'invente. Parce que quand il manque des informations, le cerveau nous donne à penser ce qui est le plus probable. Et c'est là où on voit qu'il va y avoir aussi des biais qui vont se créer. Vous voyez? Alors, sur une forme géométrique, globalement, on va tous être d'accord pour voir, même si certains ne le voient pas, ce triangle point en haut. Par contre, si notre cerveau nous amène à voir ce qui nous semble le plus probable et que, par exemple, vous voyez le soir votre manager qui vous dit demain, il faut absolument que je te parle avec un air un peu sombre, il est probable que votre cerveau vous amène à passer une nuit pas forcément aussi sereine que celle que vous auriez aimé passer. Le cerveau va se faire un film et ça marche tellement bien que certains en ont profité. Par exemple, Hitchcock, qui a fait des films super, qui travaillent justement sur nos projections. Dans les films d'Hitchcock, on voyait souvent, c'était très genré à l'époque, une belle blonde, un couteau, et on voyait pas le moment où la personne se faisait tuer.
on était là pour l'inventer. Et on se faisait un film, et on se faisait le film le plus proche de ce qui nous faisait le plus peur. Et il est probable que si on avait vu la scène de crime réelle, surtout avec les moyens de l'époque, ça nous aurait moins impacté que ce qu'on s'est imaginé. Donc en fait, les biais, quelque part, on en a tout le temps. Et c'est normal, ça nous donne des informations en fonction de ce qui nous semble le plus probable, soit parce que c'est une forme géométrique et que c'est logique, soit parce que on se fait un film en fonction de notre histoire. Voilà. Je continue, je lis vos remarques si vous en avez également dans le chat. Alors, rentrons un tout petit peu et très rapidement sur notre logiciel de prise de décision, sur le cerveau. Et encore une fois, je ne suis pas, on va parler de modèle fonctionnel. Alors, on l'a dit, on comprend le monde sur nos cinq sens, la vue, le toucher, le goût, l'audition, l'odorat. On peut rajouter la proprioception, le fait de savoir se tenir droit, la nociception, la douleur, la thermoception, la chaleur, et notre cerveau. On part de deux choses et on a vu déjà que nos cinq sens, des fois, ils ne sont pas aussi alignés que ce qu'on imaginerait. Et bien maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie qui est notre cerveau en tant que tel. Notre cerveau qui nous permet d'interpréter et de stocker des informations. Comment est-ce qu'on crée une habitude? Comment est-ce qu'on crée une croyance? Eh bien, c'est une expérience qu'on va avoir vécue, qu'on a peut-être répété plusieurs fois. Par exemple, quand on éduque un enfant à se laver les dents, ça va devenir un automatisme, une habitude, et il va le faire sans y penser. Et puis des fois, nos habitudes ou nos croyances ou nos pensées, ça va être une expérience que vous avez vécue, mais avec une émotion forte. Ça permet aussi de créer une habitude, un automatisme. Exemple, la Madeleine de Proust, je vais prendre des grands classiques. Une expérience vécue perçue par nos cinq sens, un goût d'une Madeleine, associé à une émotion qui va générer un plaisir ou un bonheur récurrent à chaque fois que Proust mangera une Madeleine, avec la croyance que les Madeleines sont agréables et ramènent du bonheur, ce qui ne sera pas du tout le cas pour quelqu'un d'autre qui aura créé une autre expérience. Voilà une première compréhension. Alors du coup, d'où ça vient cette évolution des biais? On a automatisé, on a fait des raccourcis. Je vais passer vite sur cette slide qui est un peu compliquée. Je reviendrai après pour vous expliquer comment on peut l'utiliser. Alors, je vais vous poser une question. Peut-être pas, répondez pas dans le chat parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais est-ce que vous pourriez vous imaginer un chat qui porte un pantalon? Juste dans votre esprit, là, hop, rapidement, un chat qui porte un pantalon. Ma question est, qui est-ce qui a imaginé le chat comme la version B? Est-ce qu'on n'est pas majoritairement sur du A? Est-ce que vous pourriez peut-être mettre dans le chat la vision que vous aviez du chat qui porte un pantalon? Majoritairement, je pense que quand on va... Merci, j'ai quelques B. Majoritairement, j'ai quand même du A. Merci pour vos réponses. Parce qu'effectivement, on a été très éduqués par les dessins animés à voir des chats qui portent des pantalons comme le A. Et c'est un automatisme. C'est quelque part un biais, une déformation, parce qu'il n'y a aucune raison que le B ne soit pas bon. Mais notre cerveau va systématiquement plutôt aller vers le A. Une fois, il y a même une personne qui me disait, moi, porter, je le voyais porter dans ses mains, comme ça. Donc, on a aussi cette version-là. Donc ça, c'est pour vous montrer la force des habitudes. Vous voyez qu'il y a une tranche de chorizo. À chaque fois que vous la verrez apparaître, c'est qu'on va expérimenter un biais. J'aimerais maintenant que vous réfléchissiez à... Hop, pardon. Tranche de chorizo, attention. Parmi tous ces visages, quel est le professeur de mathématiques selon vous? Alors, je ne les ai pas numérotés. On peut imaginer qu'on peut les numéroter de en haut à gauche jusqu'en bas à droite. Peut-être que vous avez une idée de... ni A ni B. Ah oui, voilà. Plutôt A. Le 6, merci. Le 3. J'ai quelques réponses. Le 3, le premier, le 6. Merci beaucoup de jouer le jeu et de me permettre d'animer ce webinaire. Vous voyez le 2, le 3, le 1. J'ai à peu près tous. OK. Donc, en fait, toutes ces photos sont tirées d'un site un peu âgé maintenant qui s'appelle This Person Does Not Exist. Donc, ce sont que des photos qui ont été créées il y a quelques années, 2 ans. On en parle il y a. Et donc, aucune de ces personnes n'existe. Et si on regarde bien, on peut voir quelques erreurs dans les images. Ce message, c'est pour nous faire tester deux biais. Le premier, c'est
le biais de projection. C'est-à-dire qu'on va projeter ses croyances sur une personne. Et je vois une personne qui dit la profession ne se définit pas par l'apparence, je suis d'accord. Néanmoins, on voit qu'on arrive quand même à répondre et des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est ça, c'est ce qui marche avec les biais. Donc, on va projeter l'image en tout cas, on va projeter sur ces personnes l'image que nous avons, nous, d'un professeur de mathématiques, et on va choisir peut-être le professeur qui ressemble le plus à la personne qu'on avait autrefois ou qu'on a imaginée. Deuxième biais qu'on va pouvoir voir là, c'est le biais de halo. L'effet de halo, c'est un effet ancien qui fait qu'on va attribuer à une personne, en tout cas à des caractéristiques physiques externes, des qualités intrinsèques. Il y a une vidéo qui existe, je crois que c'est sur Arte, qui s'appelle Le prix de la beauté. Le sujet de ce reportage, c'est de dire qu'on va plutôt aller recruter des personnes plus belles parce qu'on va leur associer inconsciemment, hein, bien sûr, des qualités intrinsèques d'intelligence et des qualités positives. Alors, comme on voit pour tous les biais, si vous avez été éduqué dans une famille où on vous dit quand on est beau, on est bête, ou une phrase stéréotypée comme ça, vous n'aurez pas ce biais-là, bien sûr. Mais majoritairement, on a ce biais-là. Ce biais-là, il vient de nos ancêtres, en fait, hein, comme la plupart partie de nos automatismes, en tout cas de notre cerveau fonctionnel, qui dit que quand on voyait une personne manger un champignon rouge avec des points blancs et que la personne s'effondrait au sol, on se faisait un petit lien entre les deux. Quand on en voyait deux, on commençait à étayer ce lien, trois, voilà, jusqu'à se dire, attention, cette vision externe du champignon rouge à point blanc, c'est pas bon, c'est quelque chose de mauvais. Et on aurait gardé cette capacité à associer des capacités externes à des qualités internes. Donc, biais de halo, plus biais de projection qu'on a expérimenté sur cette slide-là. Je continue, je regarde votre chat. Alors, on a parlé de biais, on a parlé d'habitude, et bien, on va rentrer dans le modèle. Donc, on a compris que le monde se comprend par nos cinq sens et notre cerveau, et qu'une répétition ou une émotion va ancrer une habitude. Et bien, ça va devenir notre cerveau automatique. J'ai cité Kahneman, vous allez avoir le livre Système 1, Système 2 qui va apparaître dans les slides, mais si on comprend le modèle fonctionnel du cerveau, on a une partie de notre cerveau qui est fait d'automatisme, et c'est très bien. C'est ce qu'on va appeler le cerveau des habitudes, qui va être donc automatique et involontaire. On peut conduire en écoutant de la musique, en parlant. C'est plus dur des fois pour faire un créneau. On va devoir éteindre la musique. Ou quand on doit savoir où est-ce qu'on doit aller. Vous voyez, ce cerveau ce cerveau des habitudes, il est automatique. Il fait qu'on va juger, qu'on va avoir des avis, qu'on va aller vite, qu'on ne va pas se re-questionner sur comment je fais pour arriver à l'heure au travail en étant douché, les dents propres, maquillée, tout ça. C'est un cerveau qui est rapide, il va très vite, il nous permet de juger et des fois de juger, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des projections, un effet de halo. Il est intuitif, alors l'intuition, on va s'arrêter sur quelque chose de très léger, hein. L'intuition, c'est que si vous avez mis si vous mettez par exemple un objet de grande valeur sur le parapet d'un pont avec 5000 mètres de dénivelé ou 1000 mètres de dénivelé, vous allez ressentir un truc dans votre ventre qui va faire parce que vous avez testé plusieurs fois le fait que les objets tombent, vous avez testé la gravité. Donc, dans vos habitudes, vous savez que si vous mettez quelque chose dans un endroit où il n'est pas forcément stable avec un trou en dessous, il y a une grande probabilité qu'il tombe. L'intuition ici, c'est ça. C'est l'habitus de Bourdieu, hein, pour ceux qui aiment la socio. C'est quelque chose qui fait que, à force d'avoir été expérimenté, ça devient une seconde nature dans la vie de façon générale et professionnelle aussi. Ce cerveau, il est peu coûteux en énergie, hein, c'est un cerveau des automatismes, c'est celui qui nous permet d'être au monde, hein, d'être rapidement au monde sans trop réfléchir. C'est un cerveau dans lequel on va avoir les émotions et tout ça, vous l'avez dans ce livre-là que je vous recommande, Système 1, Système 2 de Kahneman, si ça vous intéresse de creuser le sujet. Voilà. Je continue sur une expérimentation de ce cerveau des automatismes qu'on a vu jusqu'à présent pour les biais. Et j'aimerais que vous me disiez, peut-être vous l'écrivez, vous le mettez dans le chat, qu'est-ce que vous associez, vous, au mot course? Quand je vous dis course, et vous allez voir qu'il y a en plus un autre biais là récent, mais
Qu'est-ce qui vient immédiatement quand je vous dis course? Alors, est-ce que j'ai des réponses? Sport, liste, argent, shopping, marathon, contrainte, shopping, sport, achat, alimentation, nourriture, vitesse, marathon. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est un autre biais slash automatisme qui nous fait penser que quand on utilise le mot course, tout le monde pense la même chose. Et on voit déjà là qu'on est dans des champs lexicaux qui sont totalement différents. Alors, il y a un biais puisqu'il y a eu le marathon de Paris hier, donc peut-être que vous en avez entendu parler à la télé ou sur les réseaux, ou que vous l'avez fait d'ailleurs, félicitations à vous si c'est le cas. Mais toujours est-il qu'il y a un biais sur ce point-là. Mais quand on dit le mot course, ben pour nous, c'est évident qu'on pense ce que vous avez marqué. Et derrière, on voit que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. C'est encore le biais de projection. Donc, on parle du cerveau des habitudes, qui est chouette parce qu'il est automatique et qui a beaucoup d'avantages. Alors, selon nos habitudes, d'ailleurs, ben, vous allez voir le verre à moitié plein, à moitié vide, comme c'est cette petite image que je vous ai mise là. En bas, vous voyez aussi le fait que c'est l'intuition et qu'on se doute bien que tous ces objets peuvent tomber. La force du cerveau des habitudes, eh ben, c'est que ça constitue notre vision du monde. On n'en est pas forcément conscient. Il est très rapide et peu coûteux en énergie, on l'a dit. Il est très efficace, proche de l'intuition, l'habitus, si vous voulez. Il nous permet d'être en mode automatique. Pardon, je suis passée un peu vite. Les inconvénients de ce cerveau des automatismes, parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est génial, le cerveau des automatismes, il nous a construit, il nous permet d'aller vite, d'être efficace, c'est génial. Oui, mais on parle de biais, donc vous allez vous douter bien qu'à un moment donné, il y aura un oui et en même temps. Eh bien, les limites de ça, c'est que, à l'instar de ces trois petites images où je crois donc j'ai raison, c'est un des biais qu'on va voir plus tard, ou bien on ne comprend le monde qu'en fonction de nos habitudes, eh ben, il a des limites. Les limites, c'est que, comme je viens de vous le dire, ce cerveau n'explique le monde qu'à partir de ce qu'il connaît. Et donc, il aime bien sa zone de confort. Les coachs aussi l'aiment bien, mais on ne peut pas trop comprendre, on peut pas comprendre le monde quand on n'a pas expérimenté des choses, en fait. C'est compliqué de l'intellectualiser. Et donc, dans nos automatismes, très souvent, on va se référer à des expériences passées et ça va être dur de se projeter. C'est plutôt ça le message. Du coup, on va rester dans la routine et on peut devenir même un peu intolérant si on n'est que sur nos automatismes. On fait ça parce qu'on a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison de faire différemment. Continuons nos habitudes, c'est ce qui marche. C'est bien, mais des fois, ça ne suffit pas. Il y en a qui l'ont payé un peu cher, hein. Je ne vais pas vous reciter Kodak qui ne voulait pas passer dans le numérique parce que l'habitude d'eux ont fait des pellicules et qui l'ont payé un peu cher. C'est un service, un mode automatique qui est efficace, mais qui est des fois un peu limité. Alors, bonne nouvelle, nous sommes des êtres complets et parfaits, et du coup, on a un centre décisionnel que Kahneman appelle système 2. C'est notre cerveau dans certaines formations qu'on appelle aussi préfrontal, qui grandit, vous savez, entre 7 et 25 ans. C'est pour ça que le cerveau qui est devant, là, le préfrontal, il n'est pas mature chez nos adolescents. Et ça vient vers 25 ans. Donc, ce cerveau qu'on va appeler dans le modèle fonctionnel système 2, eh ben, il a plusieurs avantages. C'est un cerveau qu'on va mobiliser volontairement avec effort. Il va falloir faire un effort pour sortir de ces biais et pour ne pas immédiatement aller vers ce vers quoi on croit. Il est plus lent du coup, vous voyez, c'est un cerveau qui va prendre plus de temps parce qu'il va falloir sortir de, bah oui, c'est évident qu'il faut faire ça, à peut-être qu'on pourrait faire les choses différemment. Vous voyez, je vous expliquerai. Pardon, je fais une digression, mais ce n'est pas le moment. C'est un cerveau qui est plus analytique, logique et complexe, qui va être plus coûteux en énergie. Vous voyez, quand on a besoin de phosphorer, comme on dit, je suis sûre que le terme soit vraiment adéquat, mais en tout cas, quand on a besoin de réfléchir intensément, de sortir de sa zone de confort, d'aller voir des choses un peu plus différentes, eh bien, ça va nous demander de l'énergie parce qu'on va aussi jouer contre ces automatismes, hein, lutter contre soi-même. Et dans ce cerveau, il y a aussi le locus de contrôle. Donc, c'est aussi pour ça le fait qu'on puisse s'auto-contrôler, que nos adolescents qui n'ont pas encore atteint 21, 25 ans n'ont pas ce locus de contrôle et ne savent pas forcément s'arrêter. Pour les plus
ceux qui ont passé 25 ans, eh ben, on l'a. Toujours la même source, système 1, système 2 de Kahneman. Donc, si on résume, on a nos 5 sens qui nous permettent de comprendre le monde. Notre cerveau. Notre cerveau, il est fait de répétitions et ou de grandes émotions. Ça va nous donner des automatismes. C'est génial. Ça nous permet d'avoir de l'intuition, d'être des super professionnels, de ne pas réfléchir tout le temps. Ça nous permet d'avoir des réflexes. Ça nous permet de calibrer les gens. Si vous voyez quelqu'un avec un visage patibulaire dans la rue, ben vous allez partir et pas forcément aller essayer d'être ami avec lui. C'est quelque chose qui est efficace et qui marche très bien. Mais la limite, c'est qu'on est dans la répétition, dans l'intolérance et peut-être dans la routine. Et peut-être que, à force d'utiliser les mêmes schémas neuronaux, de faire toujours la même chose, on limite ces possibilités, voire on devient intolérant à ce qui est différent de notre façon de penser, en fait. Vous voyez, à force de penser toujours de la même façon, c'est confortable, mais du coup, ça crée une vraie routine qui peut nous rendre peut-être intolérants. Alors, on va expérimenter peut-être, on va continuer d'expérimenter. Je vais vous montrer quelques biais maintenant, les plus courants en entreprise, et puis on va voir comment on les solutionne parce que la réponse, elle est là. Je vais vous demander de réfléchir, si vous voulez bien, et de me mettre dans le chat une note entre 1 et 5 sur la note que vous attribueriez aux personnes que vous croisez sur la route, qui conduisent, la note moyenne que vous donneriez aux conducteurs que vous croisez quand vous venez travailler, on va dire en voiture, s'il vous plaît, avec toujours ce petit décalage temporel. 3, 4, 4, 2, 2, 6, 4, 4, ok, ok. Bon, alors j'ai dû faire un mauvais ancrage avec le biais. Ok. Alors, soit j'ai des personnes qui sont particulièrement positives, soit comme on est sur les biais, ça a créé un petit ancrage. En général, quand on pose cette question, les gens répondent plutôt entre 2 et 3. Les gens qu'on croise dans la rue, en général, on les évalue plutôt à 2, 3. Si je vous demande de vous noter, vous, maintenant, quelle note vous mettriez-vous? Vous m'avez vu venir, là, c'est un peu du 4, du 8, du 4, du 4. Ok, ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Du 3, du 4. Ok. Alors, en général, quand on note les gens qu'on croise dans la rue, on a plutôt tendance à les sous-noter, à leur mettre, si on dit qu'on est sur 5, j'ai peut-être pas dit sur combien on était, à leur mettre 2, 3 sur 5. Et quand on s'auto-estime, on a plutôt tendance à se mettre 4, 5 en général. C'est ce qui se passe, alors j'ai peut-être mal expliqué, hein, mais c'est ce qui se passe quand on fait cet exercice. Souvent, cet exercice, il n'est pas de moi, je l'ai pris d'un monsieur qui s'appelle Olivier Siboni, qui travaille avec Kahneman et qui le fait aussi en conférence. On a ce qu'ils appellent un biais d'autocomplaisance ou de surconfiance. Nous, quand on fait quelque chose qui est un peu limite et que ça passe, on sait que ça passe parce que ça fait N années que ça passe. Et on ne comprend pas forcément pourquoi la personne s'énerve parce que, mais bien sûr que ça passe. Par contre, quand quelqu'un nous fait quelque chose qui est un peu limite, on peut s'agacer en disant heureusement que j'ai freiné parce que sinon, franchement, on avait un accident. Vous voyez. Donc, on a parfois, et encore une fois, les biais sont quand même très personnels, hein. Il y en a qui me diront non, moi c'est l'inverse, ceux qui n'aiment pas forcément conduire ou qui n'ont pas ce biais de surconfiance. Mais majoritairement, on partage sur des sujets des fois différents, ce biais de surconfiance, de se dire mais oui, ça va le faire, voyez, et d'autocomplaisance. Parce que on a tout notre historique, on sait comment on fonctionne, alors que l'autre, on ne le connaît pas, et du coup, on ne sait pas s'il va conduire aussi bien qu'on l'aimerait. Donc, un biais d'autocomplaisance, pardon. Je vous en donne 2, 3 autres qui peuvent être intéressants dans l'entreprise. Je vous les donne sans, vous les connaissez peut-être, hein, mais sans les faire jouer. On a ce fameux biais de confirmation, le biais de confirmation qui fait qu'on a tendance à aller se nourrir avec des informations qui vont dans notre sens. Il a été beaucoup vu pendant le Covid, qu'on soit pour ou contre la vaccination. Les gens qui étaient pour avaient plutôt tendance à aller chercher des informations qui les confortaient dans le pour, et à l'inverse, ceux qui étaient plutôt contre avaient plutôt tendance à aller chercher des infos qui les confortaient dans le contre. Ce biais de confirmation, on l'a tous, c'est très compliqué et assez rare d'aller avec des personnes qui vont nous dire moi, je regarde les informations en balayant tout le spectre des possibles. On est plutôt en lien avec des personnes qui nous parlent et des informations qui vont dans notre sens. Ça satisfait aussi notre mode automatique.
Un autre biais, le biais d'ancrage, que vous connaissez peut-être, le premier chiffre qui a été donné dans une négociation est celui qui va permettre de déterminer le prix moyen. Donc, ce sera celui de référence. Dans une négociation, on a un biais qui fait que, eh ben, quand on commence à parler d'un prix, on va utiliser ce prix en référence et toute la négo va se faire autour de ce prix-là. Donc, autant bien le calibrer au début. Si vous mettez un prix trop bas en espérant que ça va monter, ça ne marchera pas. Donc, il faut bien calibrer ce prix parce qu'il va avoir un impact. On peut le voir là-dessus, on peut le voir sur d'autres impacts. Je continue pour aller vers les solutions. Un autre biais qui est le biais de statu quo, eh ben, le nom l'indique, hein, on ne va pas changer parce qu'on ne sait pas où on va, parce que on va essayer tous de se mettre d'accord sur quelque chose et si possible pas trop changer parce que le changement peut faire peur et puis voilà, celui-là, il est assez connu, je passe vite sur ce biais-là, mais il fait partie des biais. L'être humain, souvent, a peur du changement, parce que changer, notre cerveau, il associe très souvent à perdre quelque chose. On fait d'ailleurs des jeux chez Maltese qui nous montrent ça. Quand on parle de changer, c'est rare de se dire, ouais, qu'est-ce que je vais gagner? Non, on se dit souvent, hop là, qu'est-ce que notre cerveau automatique se demande souvent plus ce qu'on va perdre. Le biais de disponibilité de l'information, c'est un biais qui fait que si on doit prendre l'avion et qu'il y a un accident, on va dire pas trop grave en avion, le jour où on doit prendre l'avion, ça va nous sembler très dangereux, beaucoup plus dangereux que si on avait pris l'avion une semaine avant où il n'y avait pas eu d'accident. En fait, l'information qui est disponible va jouer sur notre perception du monde. Un autre exemple, puis c'est la mode de l'Ozempic en ce moment, on veut tous les sémaglutides, hein, tous les médicaments pour perdre du poids. Si vous connaissez N personnes, on va dire entre 1 et 5, qui prennent ce médicament ou ce truc-là et que ça se passe bien, vous allez plutôt avoir tendance à vous dire c'est bon, 100% des gens sont contents. Alors que les stats nous disent l'inverse en fait. Hein. Mais juste l'information disponible, votre échantillon représentatif au moment où vous le faites, va faire que vous allez être 100% rassuré parce que l'information disponible à ce moment-là ira dans la faveur de c'est totalement safe. Je continue. Je vous laisse me compléter, rajouter si vous voulez, hein, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez rajouter dans le chat, surtout, allez-y. Le biais de négativité. Alors, il y a un truc dans notre cerveau, j'appelle truc parce que je suis toujours pas neurologue, qui s'appelle la fonction réticulée, qu'on a tous expérimenté. À un moment donné, moi, je voulais m'acheter une Smart il y a quelques années. J'en voyais partout. J'avais l'impression que le monde était rempli de Smart. Si vous voulez, je ne sais pas, si le couple attend un enfant, vous allez voir des poussettes partout. Si vous voulez acheter un cavalier King Charles, vous en verrez partout. Vous avez compris. Notre cerveau, comme il y a beaucoup d'informations dans le monde, va nous donner à voir ce sur quoi on porte de l'attention à un moment donné. Et on peut avoir un biais de négativité, c'est-à-dire on peut des fois se laisser aller à dire à notre cerveau ça va pas le faire, ça marchera pas, et donc nourrir ce filtre avec plutôt du négatif qui fait que le cerveau va faire la même chose qu'il fait avec les Smart et les cavaliers King Charles, il va vous montrer tout ce qui marche pas. Ça, c'est un biais qui fait que, en toute bonne foi, hein, vous avez braqué les projecteurs sur quelque chose de plutôt négatif, et du coup, votre cerveau va vous montrer ce qu'il faut, et il va le faire en mode automatique, en mode efficace, vous voyez. Donc, il va falloir s'en rendre compte, et puis travailler contre ça, ce qui n'est pas forcément le plus trivial à faire. Alors, les solutions. Les solutions, je vais passer celui-là, vous l'aurez dans les slides. Les solutions, il y a 3 types de solutions. La première, c'est de se connaître et de travailler sur soi. Alors, par exemple, c'est de se dire, et là, je vais aller vite parce que je ne peux pas vous les faire, je vous donne un appetizer des solutions. Hein. La première solution, c'est de travailler sur soi, c'est de se dire, quelles sont mes forces? Et puis, quelles sont donc ça s'appelle le cadran d'Hoffman. Hein. Quel est l'inverse de cette force? Donc, je vais vous l'expliquer avec le cadran d'Hoffman et la suite. C'est de se dire, dans ma vie, j'ai eu une éducation qui fait que j'ai des croyances et des forces qui me portent. Génial. Et ça, je vais essayer de les garder. La limite de ça, c'est que des fois, ça peut m'amener à faire des choses que je voudrais pas. Bon. Mais surtout, j'ai ce qu'on va appeler des antivaleurs, c'est-à-dire des choses qui, par éducation,
ne se font pas chez moi, ont été bloqués. Alors, ces antivaleurs, on peut le voir parce que ça va être des comportements qui vous énervent, qui vous font rire, qui vous font pleurer. J'essaye d'être la plus claire possible. Dans notre éducation, en fait, nous avons eu tous une centaine de comportements qui ont été bloqués par amour, par notre entourage. Ces comportements-là, ils sont bloqués parce que quand on vit en France en 2026, il y a des choses qui ne se font pas. Par exemple, tuer son voisin, ça ne se fait pas. Voilà. Et donc, quand on était enfant, eh ben, ces comportements ont été par amour bloqués et on n'est plus capable de le faire. Mais ça va devenir un biais personnel. Je vous donne un exemple concret. Il y a par exemple des gens qui sont incapables d'être en retard. Alors, on peut se dire que c'est une valeur, c'est chouette d'être à l'heure, vous voyez, c'est génial. Sauf que quand ils ont quelqu'un en retard dans leur entourage, ça va les agacer, ça va les énerver. Si la personne revient en retard plusieurs fois, il va se passer un truc qui va être que on va plus rester sur le fait que la personne est en retard, on va se faire un film de c'est un manque de confiance, c'est un manque de respect, pardon, ça se fait pas d'être en retard, voyez. Et ça va générer une tension émotionnelle qui fait que ça va vous agacer. Pour voir si ce comportement est un vrai biais bloqué, ben, il faut se dire, est-ce que moi, ce truc m'énerve, ce comportement m'énerve, et sinon, est-ce que je suis ou pas capable de l'avoir? Est-ce que je suis capable volontairement d'arriver en retard à quelque chose? Si c'est non, ça veut dire que vous avez un vrai biais, un vrai automatisme à être à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle dans les biais? Ça peut être très bien. Du coup, vous pouvez être à l'heure, tout va très bien, c'est génial, et c'est ce qu'on me dit en général. Le problème, c'est que si vous allez être en retard, ça va vous stresser. Un autre exemple de biais personnel, par exemple, dire non. Il y a des gens qui, par éducation, toujours pareil, hein, par bienveillance, parce que ça se faisait pas, parce que un jour on leur a fait une remarque enfant, ils l'ont mal pris, je ne vais pas revenir sur l'historique, mais voilà, ils ne savent pas dire non. Et bien quelque part, ils ont un biais personnel sur le fait de ne pas savoir dire non. Ce biais personnel, quand ils vont s'en rendre compte, parce que quelqu'un va leur dire non, ça va les agacer, mais ils vont pas être capables de le faire. La limite de ce biais-là, c'est que dans l'entreprise, ils vont toujours dire oui, en fait. Ils vont toujours dire oui parce qu'ils ne savent pas dire non, pas parce qu'ils doivent dire oui. Et quand moi, j'ai dans mes équipes des gens qui disent toujours oui, je sais pas qu'ils ont un biais et j'ai même pas à le savoir à la limite, vous voyez. Donc, je vais continuer à charger. La personne va continuer à dire oui. Ça peut être un peu délétère. Voilà. Donc, je voulais, pour avoir une vision complète des biais, vous dire d'où ça venait et en partager certains. Sachez qu'on a des biais personnels qui vont agir émotionnellement, qui sont souvent des sujets de friction dans les entreprises, dont on peut éventuellement travailler. Voilà comment vous les repérez, les comportements qui, chez les autres, vous énervent, vous font rire, vous font pleurer. Énerver est souvent le plus simple à trouver. Je continue, je suis à votre dispo si vous avez des questions. Comment on fait pour agir contre les biais? Là, si vous voulez, je vous parle rapidement des mathématiques. Si vous voulez, Olivier Siboni, Daniel Kahneman, ils ont plein d'informations là-dessus. Moi, je voulais juste vous rappeler que c'est bien de, des fois, faire des checklists et de se dire que voilà, les mathématiques, c'est pas forcément la peine d'arriver à des niveaux très élevés. Des fois, ça peut être juste des checklists ou utiliser des méthodes pour se dire est-ce que on a par exemple vu qu'on avait un biais de disponibilité de l'information, mettons en place des outils pour contrer ça. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus parce que ça serait trop compliqué et ça dépend vraiment des structures, mais voilà, sachez qu'il y a ça. Et un biais qui est le plus connu dans l'entreprise, c'est la différence entre corrélation et causalité. Je ne pouvais pas ne pas vous mettre cette merveilleuse étude qui fait un lien entre la consommation de fromage par habitant et le nombre de personnes décédées en s'emmêlant dans leurs draps. Donc ça, vous avez tout un site avec un monsieur qui fait des corrélations et corrèle des histoires totalement sans lien en fait, sans lien de causalité et qui nous montre que des fois, si on ne fait pas un minimum de mathématiques, on peut générer des biais. Je rentre dans d'autres solutions moins mathématiques. Je vais vous faire un petit festival de comment sortir des biais. Alors, celle-là, je vais la passer, pardon. Dans les solutions qui peuvent exister, du coup, qu'on peut mettre dans l'entreprise pour sortir des biais. On a compris que le biais, on en partage certains,
le biais d'ancrage, par exemple, le biais de disponibilité de l'information pour la majeure partie. On a des biais qui nous sont propres, on a des biais collectifs qu'il faut travailler avec des checklists ou d'autres méthodes. Et donc, eh ben, le collectif va être une des façons de travailler sur ces biais pour pouvoir essayer d'en enlever la majorité. Le but n'est pas de se dire qu'il faut vivre sans biais, parce qu'on ne peut pas vivre sans biais. On voit que les biais viennent de notre mode automatique qui nous permet d'avancer, de vivre et d'être efficace. Donc le but, c'est juste d'en repérer deux, trois peut-être, et de se dire, ceux-là, je vais les travailler. Comment je les travaille? Alors, je suis désolée, je vous ai tout mis en mode festival, je vais vous les lire dans l'ordre. Donc, tout d'abord, en être conscient. Vous voyez, ben, faire par exemple des webinaires comme vous l'avez fait là, partager l'information, être conscient que, eh ben, on croit des choses, mais comme la fameuse robe sur les réseaux, on n'a pas forcément raison, en fait. Donc, être conscient qu'on a des biais et du coup, peut-être essayer de vouloir les travailler. Ensuite, c'est oser demander des avis divergents. Vous avez plein de méthodes là-dessus qui existent depuis très longtemps, par exemple les chapeaux de Bono, où chacun va prendre une position spécifique dans un projet donné. Il y a une personne qui sera systématiquement optimiste, une autre pessimiste, une autre qui va questionner. Bon, c'est un outil, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le regarder, mais c'est vraiment demander des avis divergents, ne pas hésiter à demander à quelqu'un ce qu'il pense, surtout s'il pense différemment de vous, allez solliciter ça. Là-dedans, on peut mettre du reverse mentoring, par exemple, associer une personne d'expérience avec un jeune qui vont avoir des visions peut-être différentes d'un même sujet. Multiplier les points de vue, faire des shadow comex si vous pouvez, ou des shadow codir. En tout cas, avoir peut-être un groupe de personnes qui va réagir sur des sujets de strat ou d'organisation et qui seraient totalement autonomes pour pouvoir avoir une vision totalement différente. Ça va aussi, par exemple, dans vos réunions, hein, demander aux gens, quand vous avez tout un groupe de personnes, si vous managez et que les personnes sont des fois un peu plus introverties, demander systématiquement d'écrire d'abord leur point de vue sur un post-it, par exemple. Comme ça les oblige à s'exprimer parce que sinon, vous avez un biais qui est le biais de la collectivité qui fait que très vite, une personne plus extravertie va parler, puis tout le monde va dire « Ah oui, c'est vrai » et vous allez avoir une réponse qui va être peut-être pas aussi étayé que si chacun avait pu parler. C'est ce que j'ai mis dessous, de tenir compte de la psychologie des foules. Je fais référence à l'expérience de H, si certains la connaissent. Utiliser des questions de bascule. Alors là, je vous les ai mises après, je crois. Non, je ne les ai pas mises, je pourrais vous les donner. C'est des questions spécifiques qui sont un tout petit peu délirantes et qui permettent de sortir de nos automatismes. Par exemple, quand vous êtes dans une situation où c'est compliqué, vous tenez, vous vous dites il ne faut pas que je lâche, je ne peux pas lâcher. Si vous vous demandez quel conseil donneriez-vous à quelqu'un de votre entourage qui vit la même situation, quelqu'un que vous appréciez, peut-être que la réponse vous apparaîtra. Je continue, se reposer. Les automatismes sont souvent dans un moment où on est fatigué, donc sortir d'état émotionnel impropre. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? J'en ai beaucoup, avoir des checklists, avoir une pensée analytique, alors tout ça c'est sur les maths, la régression vers la moyenne. Discuter sur les critères d'un travail bien fait, c'est-à-dire des fois se questionner ensemble sur qu'est-ce qu'on considère tous ensemble comme un travail bien fait. C'est quoi pour nous? Et essayer d'aller laisser les personnes se parler, travailler sur les points de vue. Voilà. Je vais très vite parce qu'il est maintenant 3 minutes 59. Donc, je vais m'arrêter là, mais je suis à votre dispo pour répondre à vos questions. Je vais repasser la parole à Benoît qui va clore tout ça. Mais le message, c'est de se dire, les automatismes, c'est très bien, ça génère certains biais. Essayons peut-être d'en isoler certains et de travailler dessus pour essayer, avec des outils et du collectif, d'avoir une pensée un peu plus agile, on va dire. Voilà, je vous remercie. Benoît, je te passe la parole. Je te passe les slides, j'avais encore plein de trucs à dire. Merci beaucoup. En tout cas, Karine, encore pour cette présentation. Effectivement, il y a énormément de choses à étudier et à approfondir dans ce que tu nous as invité à découvrir. Nous, avec Lorraine, en tout cas, on serait ravis de pouvoir échanger avec vous sur
tous les sujets qui vous ont, un petit peu, étonné, en tout cas, ceux pour lesquels vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Moi, je reviendrai sur, une thématique qu'on nous a donnée, qui m'a fait penser à ta présentation. C'est, grâce à vous les formateurs, les consultants, vous nous apprenez souvent à danser la valse, à avoir un petit pas de recul et un pas de côté pour qu'on puisse de nouveau avancer et en tout cas, de se poser toutes ces questions-là va forcément nous faire avancer dans un second temps. Voilà, donc merci beaucoup, à toi Karine. Je sais que nos équipes, vont vous faire parvenir un mail de remerciement d'avoir participé à cette formation et vous aurez la latitude de pouvoir nous contacter, si jamais, voilà, vous avez envie d'aller plus loin. En tout cas, merci encore. Merci beaucoup. Vous aurez le support PowerPoint, hein. Je vois qu'il y a une question, vous l'aurez. Voilà. Oui, c'était rapide. Je suis désolée, il y avait un temps contraint et je 45 voulais minutes, tellement c'est parler. très court pour parler de tout ça. Voilà. Merci Mer beaucoup. Merci à vous et excellente journée à tout le monde en tout cas. À très bientôt. Merci Karine.